Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal. À la une de l'actualité ce soir, un mois après son décès en détention, le corps de François Mancabou rendu à sa famille. Arrêté le 17 juin dernier lors d'une manifestation de l'opposition, il était soupçonné d'appartenir aux forces spéciales. Ses avocats annoncent une série de plaintes au niveau international. Leur réaction dans ce journal. Pendant ce temps, à 48 heures de la fermeture de l'hôpital Aristide Le Dantec, cri de désespoir des commerçants qui s'activent aux alentours de la structure hospitalière. Ces commerçants qui seront fortement impactés par le redéploiement de l'hôpital demandent aux autorités de leur trouver une solution alternative. Et tous les samedis, la rédaction vous propose l'article de la semaine. Ce soir, notre confrère Babacar Gueye-Diop du quotidien Besbi pose la question de la suppression ou non du Haut Conseil des collectivités territoriales. L'article de la semaine, ce sera en fait d'édition et ce sera avec El Hadj Malik Cissé. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un moment. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres du Nouveau, dans l'affaire de la mort en détention de François Mancabou, supposé membre de la force spéciale. Après 2 autopsies, le corps du défunt a été rendu à sa famille et selon un des avocats de la famille Mancabou, des plaintes ont été déposées dans les hautes juridictions internationales. Voici à ce propos Maître Abdoul Amadou Diallo, membre du pôle d'avocats de la famille Mancabou, joint au téléphone par Amadou Barry. La famille, en tout cas, est aujourd'hui soulagée de recevoir le corps de François Mancabou pour procéder à son inhumation dans la dignité, je l'espère. Il faut noter qu'il y a eu un retard dans la réalisation de l'expertise complémentaire sollicitée par les avocats de la famille de François Mancabou. Et j'espère simplement que ce retard-là n'aura pas d'incidence significative sur les résultats. Nous espérons que pour ce qui concerne François Mancabou, comme pour toutes les autres affaires, que l'État du Sénégal, à travers le pouvoir judiciaire, fera le nécessaire pour que toute la vérité éclate au grand jour, et cela dans un délai raisonnable avec une justice indépendante et impartiale. Des plaintes ont déjà été déposées, en tout cas à Paris, on a déjà déposé une plainte. On a envisagé, en ce qui concerne les États-Unis et le Canada, en vertu de la compétence universelle, de déposer une plainte dans ces pays-là. Au Sénégal également, nous les avocats ici au Sénégal, les avocats locaux, on pourrait dire comme ça, et on est en train de réfléchir pour comment formuler ces plaintes et ensuite respecter les formalités requises à cette. Intéressons-nous à présent à l'impact économique de la délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Que vont devenir les commerçants qui tenaient un petit commerce aux alentours de l'hôpital? Khadija Ndadjouf et Seydina Baye se sont rendus sur place pour leur poser la question. Leur réponse dans ce reportage. Ici, la ferme de cet hôpital, prévue ce 15 août, se fait déjà sentir. Cet homme est installé ici depuis des années. Certes, la nouvelle ne le laisse pas indifférent, mais il ne s'y oppose pas. Ça sera très difficile pour nous. Les accompagnants et les personnels de santé venaient ici pour acheter à manger. Donc s'ils partent, ça sera vraiment un problème. Mais on n'y peut rien. Pour cette propriétaire de Gargote, la fermeture de l'hôpital de Dantec va leur causer de grandes pertes. Ça ne m'arrange pas vraiment, car ça va beaucoup impacter notre commerce. Beaucoup de mes clients qui étaient dans cet hôpital sont venus aujourd'hui pour me dire au revoir. Pour ce vendeur de viande crier le même sentiment de désespoir. Je n'ai aucun problème avec la fermeture de l'hôpital, si c'est pour être reconstruit. Ça ne nous arrange pas, certes, mais que faire? La fermeture de l'hôpital Le Dantec dans quelques jours, une situation qui fait paniquer patients et personnels de santé, mais aussi ses vendeurs situés aux alentours.
Khadija Diouf, allons à présent dans la zone sylvo-pastorale où le retour du bétail transhumant inquiète les éleveurs résidents face au risque de contamination et de propagation de certaines maladies. Ils invitent les autorités à organiser une campagne de vaccination du bétail pour protéger le capital des éleveurs. À ce propos, voici les explications de Mamadou Sow, c'est le président des chefs de village de la commune de Barakedji. Ces propos sont recueillis par Sekou Diallo. Ici, dans cette zone sylvopastorale, après le début de l'hivernage, beaucoup d'éleveurs à travers le pays viennent nous rejoindre. Ça devient trop saturé. Imaginez, avec 6 régions, tous ces éleveurs viennent ici, c'est compliqué pour nous. Autre chose, les transhumants qui font presque le tour du Sénégal, ils vont jusqu'à Tambacounda. Avec ce changement de zone, c'est la bienvenue de certaines maladies chez le bétail. Nous demandons à chaque fois à ces éleveurs de venir nous voir pour des besoins de vaccination du bétail. Concernant les zones de pâturage, elles sont bien aménagées, mais il faut que ces transhumants qui nous viennent d'ailleurs nous respectent. Il faut qu'ils respectent les règles établies pour une bonne cohabitation. Le fourrage est disponible, mais nous n'en avons pas assez. Et retour à Dakar, Ngor Almadi sous les eaux depuis les dernières pluies. Selon le collectif des habitants de la localité, ces inondations sont en partie dues aux immeubles qui sont construits de façon anarchique au niveau de l'ancien aéroport international de Yoff. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Ami Diouf et Seydine Dambaye nous font le compte-rendu. Les dernières pluies enregistrées à Dakar ont eu des conséquences à Ngor Almadi. Les habitants désignent la construction de certains bâtiments à Ngor Extension qui ont bouché, selon eux, les ouvrages d'écoulement des eaux de pluie. À partir du moment où on a construit l'ambassade des États-Unis, en 2010, la municipalité qui est là a voulu faire Ngor Extension. La zone où, une partie en tout cas de la zone qui est derrière Ngor Extension, c'était la zone d'écoulement naturel des eaux. Mais ils ont remblai par l'argile de l'ambassade des États-Unis, qui fait que la zone, au lieu d'être une zone en contrebas, est devenue plus haute que notre zone. Déjà, ils ont bouché toutes les voies d'eau. Le collectif pointe du doigt aussi les nouvelles cités de l'aéroport de Yoff. Elles ont causé l'ensevelissement des bassins de rétention d'eau et le boussage des canaux. C'est la caisse de dépôt et consignation qui vend les terrains là-bas. Donc, c'est eux qui sont responsables. Donc, ils avaient prévu des bassins de rétention en dirigeant l'eau et en mettant aussi assez de canaux pour diriger l'eau ensuite vers la mer. Ils ont tout remblé et maintenant l'eau qui devait aller là-bas, c'est cette eau-là qui se déverse. Et c'est cette eau qui a amené cette puissance la dernière fois. L'autre cause dénoncée par le collectif, l'extension d'un canal d'écoulement des eaux pluviales pas assez large ni profond qui déverse les eaux dans les quartiers et non à la mer. Ce qui s'est passé, ce canal étant insuffisant, qu'est-ce qui se passe? Quand il pleut, l'eau qui est collectée de Liberté 6 à Sacré-Cœur, en passant par Ouakam, Mamel et tout, passe par ce canal et arrive ici. Justement, rassembler les eaux dans un canal qui ne peut pas les contenir. Ces dernières pluies ont entraîné beaucoup de dégâts matériels dans ces quartiers. Selon le collectif, ils demandent à l'État de dédommager les sinistrés et de prendre des mesures d'urgence pour prévenir les prochaines catastrophes que ces inondations pourraient causer. Informer, outiller et engager à l'entrepreneuriat et à l'emploi les jeunes de la banlieue. C'est l'objectif du projet Yakar du consortium Jeunesse Sénégal financé par l'Union européenne. Il ambitionne de former 200 000 jeunes de la banlieue d'ici 2023 à Guédiawaye. Les jeunes rencontrés par notre reporter Boudal Diat se disent satisfaits. Suivez. C'est au CEDEPS de Guédiawaye que la plupart des jeunes se donnent rendez-vous tous les jours. La majeure partie de ces apprenants sont étudiants à l'Université virtuelle du Sénégal. Ils forment des groupes de travail pour échanger et s'exercer. Une belle opportunité pour ces étudiants de la banlieue. En fait, nous sommes là pour faire nos révisions, faire nos recherches à travers les machines qui sont disponibles
et tout. On fait nos cours, je peux dire qu'on fait nos cours, nos groupes de travail ici, parce qu'on n'a pas l'occasion ni l'opportunité de faire nos TD à l'ENO, ici à Guédiawaye. Donc on est là, on fait nos recherches, nos groupes de travail, on fait tout ça ici. Il y a beaucoup d'avantages pour nous, les jeunes, surtout nous. Parce que ici on peut dire qu'étant étudiant à l'UVS, ce n'est pas facile parce que notre slogan, on dit que faut n'est que faut là. Alors que tel n'est pas le cas. Si tu peux être à la maison, faire tes cours, mais la concentration dont tu auras besoin, tu ne peux pas l'avoir à la maison. Donc ici c'est un espace ouvert, calme, il n'y a pas de bruit et c'est avantageux pour nous. Depuis janvier dernier, le CEDEPS de Guédiawaye est devenu le lieu convoité de la jeunesse. Plusieurs formations y sont organisées grâce au projet Yakar. Le projet Jeunesse Espoir, c'est un projet du consortium Jeunesse Sénégal qui est financé par l'Union européenne. C'est un projet de 3 ans dont l'objectif est d'informer, engager et outiller à l'emploi et à l'entrepreneuriat. En quelques mois seulement, ce projet du consortium Sénégal, financé par l'Union européenne, a formé des milliers de jeunes de la banlieue dans divers domaines. On a à peu près 20 000 jeunes qui ont été accueillis dans le centre depuis l'année dernière et qui ont été formés dans divers domaines. Alors, on a des formations techniques et professionnelles qu'on a eu à dérouler avec le centre de recherche et d'essai de Guédiawaye où les jeunes ont pu apprendre des savoir-faire, des ateliers ou des masterclass plutôt qu'on a eu à faire avec des professionnels comme dans le design ou la maroquinerie. On a également des programmes liés à l'entrepreneuriat, des programmes d'incubation à travers lesquels on a accompagné des jeunes, mais également des organisations, des ONG, à qui on a donné les outils pour devenir eux-mêmes des incubateurs d'entrepreneurs. Le CEDEPS de Guédiawaye est devenu un centre d'échange, d'opportunités pour les jeunes des départements de Guédiawaye, Pikine et Keur Massar. Le projet, qui en est à sa première année, compte poursuivre ses activités dans les prochaines années pour former plus de 200 000 jeunes dans divers métiers de la vie. Et nous restons à Guédiawaye qui tient également son club de cinéma. Il a été initié par le réalisateur Salif Sima Sissé, auteur du film La danse des béquilles, selon le cinéaste. L'objectif de ce club est de promouvoir les jeunes cinéastes de la banlieue. Au micro de Boudal Ndiaye, Salif Sima Sissé est également revenu sur le scénario du film La danse des béquilles. Voici sa réaction. Ça a été un grand plaisir d'être venu aujourd'hui ici pour le démarrage du Ciné Club de Guédiawaye. Et j'ai eu l'honneur que mon film soit présenté en prélude. C'est un film qui parle un peu de... Le thème, c'est la violence faite aux femmes. C'est un film qui date de 2016 en fait. Aujourd'hui, je quitte chez moi, je pars sur la route. Mais on remarque comment est-ce que les gens parlent, comment est-ce que les enfants parlent. Et de quoi, ce qui m'attriste le plus, c'est que ce sont les adultes qui parlent mal devant les enfants qui le répètent. Aujourd'hui, une femme qui est chez elle et qui subit des violences peut, en tant qu'adulte, faire des choses pour s'en sortir de ça. La raison pour laquelle moi j'ai axé ma réflexion sur l'enfant en fait. Cet enfant qui n'a pas vraiment les moyens d'un adulte et qui n'a pas une expérience qui lui permet de pouvoir s'échapper à ça. Dans tous les cas, ce que je veux, c'est juste attirer l'attention sur les couples d'un fait majeur, c'est-à-dire l'existence de l'enfant au sein de la famille, et qui est là, qui n'est pas sourd, qui n'est pas aveugle, et qui voit toutes les choses qui ne sont pas dans la famille. C'est plus là où j'ai voulu axer ma réflexion. Les courts-métrages n'ont pas un grand public, mais c'est une école en fait. On est forcé de faire des cours pour pouvoir faire un long. Dans l'actualité internationale au Mali, l'Allemagne suspend jusqu'à nouvel ordre ses opérations. La décision a été prise après un refus de survol visant un appareil militaire allemand dans le cadre de la MINUSMA. L'armée allemande ne sera donc plus en mesure de soutenir les opérations de la MINUSMA et se limitera désormais à des missions de sécurisation de ses propres soldats. Au Burkina Faso, l'armée va réorganiser ses unités combattantes pour récupérer tous les territoires occupés par les groupes djihadistes
djihadistes selon le ministre de l'Intérieur burkinabé. L'objectif est de densifier progressivement le maillage du territoire afin de réduire la mobilité des groupes armés. La nouvelle stratégie a été adoptée à l'issue de la tenue d'un Conseil supérieur de la défense. Et pour terminer, aux États-Unis, le FBI perquisitionne le domicile de l'ancien président Donald Trump et y saisit des documents classés confidentiels en emportant à son domicile des documents classés secrets. L'ancien président viole ainsi 3 lois américaines qui encadrent la détention de documents confidentiels liés à la sécurité nationale et risque théoriquement la prison. Passons à présent à l'article de la semaine. À quelques semaines et des élections de renouvellement du Haut Conseil des collectivités territoriales, la polémique sur la suppression ou non de l'institution est toujours d'actualité. L'intercoalition Yehui Walou, qui a décidé de boycotter ces élections, compte introduire une proposition de loi pour la suppression du Haut Conseil. Notre confrère Babacar Gueye-Diop du quotidien Besbi le Jour pose le débat dans son article dénommé au Conseil des collectivités territoriales, le combat de la survie. C'est l'article de la semaine. Les détails avec Elhaj Malik Sissé. Le HCCT, au Conseil des collectivités territoriales, est sur toutes les lèvres. Cette institution doit vivre au fil des années avec le débat sur la suppression. Besbi le Jour n'est pas en reste. HCCT, le combat de la survie, un article qui figure bien en page 6 du journal. Le Haut Conseil est une institution créée en 2016 lors du référendum du 20 mars 2016 et le président a été installé le 31 octobre 2016, le président Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme. Mais jusque-là, c'est une institution qui n'est pas adoptée par les Sénégalais. Chaque fois qu'un problème se pose, il est agité le débat sur la dissolution ou la suppression du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et j'ai fait le parallèle avec une autre institution que le HCCT a remplacé, c'est-à-dire le Sénat qui a existé en 1999, supprimé en 2001, qui a été restauré en 2007 et finalement supprimé en 2012, justement à cause du phénomène des inondations. Et quand on créait aussi le HCCT, certains disaient que c'était un Sénat bis. Aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce que c'est une institution budgétivore ou pas. Donc c'est pourquoi j'ai fait le parallèle avec le Sénat pour dire que c'est le combat de la survie. Et qu'en est-il de la versalité des postures politiques vis-à-vis du HCCT? Le journal rappelle que Khalifa Sall et Tahaou Dakar faisaient campagne en 2016 pour briguer des sièges. Un paradoxe, relève mon confrère. J'ai d'abord noté la versatilité des postures politiques, des positions politiques justement parce que en 2016, Khalifa Sall et sa coalition Tahaou Dakar avaient remporté les élections ici à Dakar, et lors d'un combat qui était assez disputé avec la coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée à l'époque par le ministre Diouf Sarr. Donc aujourd'hui, Khalifa Sall, qui avait fait la compétition en posant 2 candidats, à savoir Cheikh Gueye et Aïssatou Fall de Grand Dakar. Cheikh Gueye, l'actuel maire de Dieuppeul-Derklé. Beaucoup oublient que Cheikh Gueye est aussi au conseil. Aïssatou Fall aussi, qui est à la mairie de Grand Dakar, est aussi au conseil. Aïssatou Fall, c'est la présidente des femmes khalifistes. Donc, ces responsables de Tahaou Sénégal sont des hauts conseils et siègent depuis 6 ans au niveau du Haut Conseil des collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, si Khalifa Sall plaide pour la suppression des HCCT, je me dis que c'est juste une posture politique. Je me dis juste que c'est un combat politique, un acte politique qu'il pose, parce que le PDS aussi. Pour les élections de renouvellement prévues le 4 septembre prochain, l'intercoalition Wallu Yehui décide de ne pas y participer et compte proposer une loi pour sa suppression. Babacar Gueye Diop parle de contradiction. Il est dit qu'une fois à l'Assemblée nationale,
ils vont faire une proposition de loi pour la suppression du HCCT. Mais aujourd'hui, l'opposition réunit tout le monde, c'est 83 députés. Le HCCT est une institution constitutionnelle. Donc, il faudra plus de 83 députés. Il faudra les 3/5 de l'Assemblée nationale. Donc, c'est comme une loi organique. Donc, pour pouvoir supprimer le HCCT, donc, il faudra avoir les 2/3 de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 99 députés. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas comment l'opposition aura 99 députés. Le Sénat, noyé dans les inondations de 2012. Pour rappel, le Congrès qui réunissait les deux chambres du Parlement avait approuvé par 176 voix sur 250 élus le projet de loi portant suppression de cette institution. Le président de la République en août 2012, justement, il y a 10 ans, avait prononcé la suppression du Sénat, dirigé à l'époque par Pape Diop, pour finalement régler le problème des inondations. On s'aperçoit que 10 ans après, les inondations sont toujours là. Là aussi, c'est comme le Sénat, c'est une institution qui n'a jamais été adoptée par les Sénégalais, qui aujourd'hui, on pose le débat pour revenir. On parle même d'un remplacement du HCCT par le Sénat. Pape Diop, un acteur politique, a relancé le débat lors de la campagne électorale. Il y a des constitutionnalistes aussi qui plaident pour le retour du Sénat. Donc, je pense que c'est des institutions qui peuvent, au gré des circonstances politiques et sociales, être supprimées, être restaurées. Le HCCT est-elle une chambre inopportune? Est-ce une institution pour caser une clientèle politique? Chacun y va de son commentaire. Elhadji Malick Cissé, merci. Et puis retenez ce rendez-vous, le dernier face-à-face entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2. Après la victoire dimanche dernier de Balla Gaye 2 sur Gris Bordeaux, les deux lutteurs vont se retrouver tout à l'heure pour la dernière fois devant les locaux du groupe E-Media Invest que vous voyez à l'image et qui est prêt pour l'événement en face-à-face que vous aurez en direct sur ITV à partir de 21h. Et c'est à ne pas rater. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne rendez-vous à 0h pour le tout en images. Bonne suite des programmes sur ITV.